Le climat est influencé par les éruptions volcaniques et nous le ressentons en ce moment même jusqu'ici en Europe. Dans cette vidéo, nous dévoilons les éruptions les plus violentes et les plus lourdes de conséquences de l'histoire mondiale. Et crois-moi, certaines de ces éruptions ont des conséquences qui se feront sentir pendant longtemps. Des énormes volcans sous-marins aux supervolcans endormis. Aujourd'hui, ça va être vraiment explosif, alors restez bien jusqu'à la fin. Bienvenue à tous. La puissance des volcans fascine l'humanité depuis des millénaires. Si tu es aussi passionné que moi par la puissance de ces montagnes de feu, abonne-toi directement à la chaîne. S'abonner ne coûte rien. Tu ne manqueras plus aucune nouvelle et tu m'aideras à atteindre mon grand objectif de 100 000 abonnés. Cela m'aide aussi beaucoup si tu recommandes la chaîne. Un grand merci à tous. Les éruptions volcaniques peuvent influencer le climat mondial de manière dramatique. De gigantesques nuages de cendres à des tsunamis. Les conséquences peuvent être dévastatrices. Commençons par l'un des exemples les plus récents, l'éruption du Hunga Tonga Hunga Hapai en 2022, qui, comme nous le savons maintenant, influence notre climat jusqu'à aujourd'hui. Le 15 janvier 2022, une énorme éruption volcanique a secoué la Terre. Le Hunga Tonga Hunga Hapai, un volcan sous-marin situé dans le Pacifique Sud, est entré en éruption avec une intensité sans précédent. Le nuage éruptif a atteint jusqu'à 58 km de hauteur. Et en plus d'une quantité relativement faible de dioxyde de soufre, une énorme quantité de vapeur d'eau a été pompée dans la stratosphère. Les images de l'époque me coupent le souffle à chaque fois, je dois le dire. Regardez cette force brute de la nature qui fait rage ici. Les éclairs que nous pouvons voir sont particulièrement impressionnants. Un parfait exemple d'orage volcanique, un phénomène où des éclairs et du tonnerre se produisent dans le nuage de cendres d'une éruption volcanique. Cela se produit à cause de la charge électrique des particules de cendres volcaniques, qui sont ionisées par friction. En principe, c'est similaire à un orage ordinaire, mais déclenché par la friction des particules volcaniques. Juste un petit mot à ce sujet. Aujourd'hui, nous nous intéressons surtout à la vapeur d'eau, qui a été soufflé dans l'atmosphère par cette éruption. Parce que là, on peut se demander si cela a des conséquences sur le climat. Nous savons que les éruptions volcaniques ont eu un impact considérable sur les conditions climatiques dans le passé, et ce, en partie sur l'ensemble du globe. L'éruption de Toba, par exemple, qui s'est produite il y a 74 000 ans, a été l'une des plus grandes éruptions de l'histoire de la Terre et a entraîné un net refroidissement du climat mondial connu sous le nom d'hiver volcanique, qui a duré environ 6 à 10 ans et a abaissé les températures de 3 à 5 degrés. Maintenant, j'entends déjà les fans de l'hiver parmi vous se réjouir. Super, alors il va faire plus froid. Oui, malheureusement non. La particularité dans ce cas est parce que nous parlons ici d'un volcan sous-marin, c'est surtout de la vapeur d'eau qui a été soufflée, et malheureusement celle-ci a l'effet inverse dans l'atmosphère. Et une telle quantité de vapeur d'eau vraiment exceptionnelle a potentiellement un impact profond sur le climat de la Terre. Il y a maintenant une nouvelle étude menée par des scientifiques de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud en Australie, et elle a examiné de très près les effets à long terme de l'éruption Hunga Tonga. Et crois-moi, les résultats sont impressionnants. Le chercheur impliqué, le Dr Martin Juncker, déclare « Nos résultats montrent que le volcan peut expliquer le grand trou dans la couche d'ozone de l'année dernière ainsi que l'été 2024 beaucoup plus humide que prévu. L'éruption pourrait avoir des effets durables sur notre météo pendant des années. » Les chercheurs ont utilisé les données de l'instrument Ura Microwave Lymph Sounder de la NASA et le Whole Atmosphere Community Climate Model pour simuler les effets de l'anomalie de vapeur d'eau provoquée par l'éruption. Les scientifiques le décrivent ainsi. Nous avons effectué 2 simulations avec le même modèle climatique. Pour l'une, nous avons supposé qu'aucun volcan n'entrerait en éruption, tandis que pour l'autre, nous avons introduit manuellement de la vapeur d'eau dans la stratosphère avec une quantité équivalente à 60 000 piscines olympiques. Nous avons ensuite comparé les 2 simulations, en sachant que toute différence devait être due à la vapeur d'eau ajoutée. Tout simplement parce qu'il y avait beaucoup plus de vapeur d'eau que d'aérosols lors de cette éruption. Détaillons cela un peu plus pour bien comprendre. Normalement, les éruptions volcaniques refroidissent la surface de la Terre en libérant du dioxyde de soufre qui se transforme en aérosols réfléchissants dans l'atmosphère. Ces aérosols réfléchissent la lumière du Soleil vers l'espace et entraînent ainsi un refroidissement de la surface de la Terre. Un exemple connu de l'histoire récente est l'éruption du mont Pinatubo en 1991
qui a abaissé la température mondiale d'environ 0,5 à 1 degré. 1991 est d'ailleurs aussi mon année de naissance. Cependant, j'ai plutôt réchauffé le climat mondial depuis lors par des émissions constantes de CO. Mais bon, l'éruption de Hanga Tonga était cependant différente. Elle a libéré une faible quantité de dioxyde de soufre, mais a injecté une énorme quantité de vapeur d'eau dans la stratosphère. La vapeur d'eau est un puissant gaz à effet de serre qui piège la chaleur dans l'atmosphère et contribue ainsi potentiellement au réchauffement de la surface de la Terre. La nouvelle étude d'Australie utilise des simulations de modèles chimiques et climatiques pour évaluer les effets à long terme de cette anomalie de vapeur d'eau. Et qu'ont-ils découvert ? Les simulations montrent que les anomalies de vapeur d'eau provoquées par l'éruption entraînent un réchauffement important et durable des masses terrestres de l'hémisphère nord pendant l'hiver boréal. En même temps, un refroidissement se produit au-dessus de l'Australie pendant l'hiver austral. Ces changements de température peuvent durer plusieurs années. Et une découverte remarquable est que la réaction de surface aux anomalies de vapeur d'eau est plus complexe qu'un simple réchauffement dû au gaz à effet de serre. Les chercheurs ont constaté que les modèles de circulation régionaux et les rétroactions des nuages jouent un rôle important. Dans certaines régions, comme la Scandinavie, cela entraîne un refroidissement malgré la tendance générale au réchauffement. Le point crucial de l'étude est cependant la constatation que de grandes anomalies de vapeur d'eau peuvent augmenter les températures de surface dans de grandes parties du monde de plus d'1,5 degré. En même temps, certaines régions peuvent connaître un refroidissement allant jusqu'à 1 degré. Les masses terrestres nord-américaines et eurasiennes sont particulièrement touchées en hiver, ainsi que l'Arctique, qui a montré un réchauffement inhabituel tout au long de l'année. L'éruption de Hanga Tonga était donc en partie responsable de l'été chaud de l'année dernière. Et bon, nous ne devons pas parler de cet été, j'entends déjà la pluie tomber dehors. Mais Hanga Tonga pourrait également avoir sa part dans cette humidité. La vapeur d'eau dans l'atmosphère crée un effet court mais intense qui perturbe le climat pendant quelques années. Dans l'hémisphère sud, le refroidissement était particulièrement marqué en Australie, tandis que la mer d'Amundsen en Antarctique était plus chaude que d'habitude. Ces changements de température ont été causés par une combinaison d'effets de serre directs de la vapeur d'eau et d'interactions complexes avec les modèles météorologiques et climatiques régionaux, et il est encore fou que l'éruption du Hanga Tonga pourrait avoir une influence sur les phénomènes climatiques El Niño et la Niña. L'étude voit un lien entre l'anomalie de vapeur d'eau et les températures de surface de la mer dans le Pacifique tropical. J'avais déjà réalisé des vidéos détaillées sur El Niño et la Niña, mais ici, en 2001, je vais faire un bref rappel. L'oscillation australe El Niño, abrégée ENSO, est un phénomène climatique caractérisé par des fluctuations périodiques des températures de surface dans le Pacifique tropical et ayant des impacts significatifs sur le temps mondial. Il existe des phases d'El Niño avec des températures de surface de la mer réchauffées et de la Niña avec des températures de mer refroidies qui provoquent chacune des conditions météorologiques différentes. Nous nous dirigeons probablement à nouveau vers une phase de la Niña et l'anomalie de vapeur d'eau dans la stratosphère causée par l'éruption a probablement un impact sur l'ENSO. Concrètement, les chercheurs pensent que la vapeur d'eau entraîne un réchauffement du Pacifique tropical et donc des anomalies climatiques mondiales. Nous voyons donc que l'éruption d'un volcan sous-marin dans le petit état insulaire de Tonga a des conséquences massives sur l'ensemble de la planète, et ce pendant des années. Je trouve cela incroyablement fascinant et je vous tiendrai au courant de toutes les découvertes. Abonnez-vous donc maintenant à la chaîne pour ne rien manquer, bien que l'éruption de Tonga influence clairement le climat. Pour une période limitée, il y a eu dans l'histoire de la Terre des éruptions avec des conséquences beaucoup plus dramatiques. Le supervolcan de Toba en Indonésie a provoqué une catastrophe mondiale il y a des années et son histoire est étroitement liée à l'évolution de l'homme. 2001. Les volcans font partie des formations les plus fascinantes que notre planète peut offrir. Les roches en fusion, les gaz et les particules provenant de l'intérieur de la Terre remontent comme à la surface et offrent aux touristes du monde entier une expérience Instagram unique. Récemment, l'Etna en Sicile est à nouveau entré en éruption, ce qui a donné lieu à des photos vraiment superbes. J'ai déjà été plusieurs fois sur l'Etna et je suis à chaque fois émerveillé par les fumerolles nauséabondes, les sombres grottes de lave et la flore et la faune qui peuvent prospérer sur un tel monstre de magma. Mais tous ces volcans ne sont rien d'autre que de petits encensoirs fumants comparés aux soi-disant supervolcans.
C'est un terme utilisé pour décrire les volcans qui sont capables de libérer d'énormes quantités de lave et de cendres lors d'une éruption, ce qui a le potentiel d'avoir un impact considérable sur le climat mondial et l'environnement. Contrairement à la plupart des volcans traditionnels, les supervolcans se caractérisent par leur caldeira exceptionnellement grande, c'est-à-dire une sorte de cratère formé par l'effondrement d'un chaudron de magma balayé par le vide. C'est comme avec les youtubeurs, il y a les youtubeurs normaux et puis il y a les super youtubeurs qui provoquent de véritables tremblements sur le net avec leurs vidéos. Je me vois bien sûr. Ah, laissons tomber, nous savons tous de toute façon ce qu'il en est. Un exemple célèbre de supervolcan est le Yellowstone aux États-Unis ou encore les champs flégréens près de Naples dans le sud de l'Italie. L'éruption d'un tel supervolcan aurait des conséquences catastrophiques pour l'écosystème local et mondial. La libération de grandes quantités de cendres volcaniques dans l'atmosphère pourrait entraîner un effet climatique important, y compris un refroidissement global. Cependant, de tels événements sont très rares et ne se produisent heureusement que tous les quelques centaines de milliers d'années. Nous ne devons donc pas nous stresser pour le moment, mais fais-moi savoir dans les commentaires ce que tu penses qu'il se passerait si le Yellowstone entrait en éruption. Quelles seraient les conséquences pour les États-Unis? Ou même la Terre entière, écrivez-le moi dans les commentaires. Un autre supervolcan est le volcan Toba à Sumatra, et il a changé le monde avec son éruption il y a une éternité. L'éruption d'il y a plus de 74 000 ans est considérée comme la plus grande éruption des 2 derniers millions d'années sur Terre. L'éruption de l'Etna récemment n'était qu'un petit rot terrestre. Les chercheurs estiment qu'environ 2800 km3 de matériel volcanique ont été projetés dans les airs lors de l'éruption de Toba et jusqu'à 2000 mégatonnes de dioxyde de soufre ont atteint la stratosphère. Mais j'entends déjà certains d'entre vous soupirer. Mec, que devrions-nous faire avec de tels chiffres? D'accord. Donc, pour vous donner une idée du volume que représente 2800 km3, vous pouvez jeter un œil au lac de Constance. Il ne contient que 48 km3. Nous aurions donc besoin d'environ 58 lacs de Constance. Et pour atteindre la quantité de matériel que le volcan Toba a projeté dans l'atmosphère, cette quantité de matériel a formé une sorte de voile de fer dans l'atmosphère, à travers lequel la lumière du soleil ne pouvait plus passer librement. Et la conséquence fut que moins de lumière solaire et de chaleur atteignaient la Terre et que le climat terrestre s'est refroidi de jusqu'à 3,5 degrés pendant plusieurs années, entraînant un hiver volcanique. Winter is coming. Mais le fait est aussi que cela n'est pas devenu aussi intense qu'à Westeros. Et ce peu d'hiver n'a pas conduit l'humanité à l'extinction, comme l'ont découvert les chercheurs. Et le fait que je sois ici maintenant le prouve d'une certaine manière. Le refroidissement de quelques degrés à l'époque n'a donc pas entraîné l'extinction de toute l'espèce. Contrairement à aujourd'hui, où un seul flocon de neige suffit à bloquer toute la circulation. En revanche, d'autres facteurs ont été bien plus dramatiques que le refroidissement. Une conséquence vraiment dévastatrice pour l'environnement et la vie concernait la couche d'ozone. Sergueï Osipov, de l'Institut Max Planck de chimie à Mayence, a découvert avec ses collègues comment l'éruption d'un supervolcan pouvait avoir affecté notre couche d'ozone. Et les résultats sont, pour le dire légèrement, alarmants. Un rappel rapide, la couche d'ozone est une région de l'atmosphère terrestre qui contient de l'ozone en concentration plus élevée que dans d'autres parties de l'atmosphère. Elle s'étend à environ 10 à 50 km au-dessus de la surface de la Terre dans la stratosphère. Cette couche joue un rôle crucial dans la protection de la vie sur Terre en absorbant une grande partie des rayons ultraviolets nocifs du Soleil. La couche d'ozone est donc en gros pour la Terre ce que la crème solaire est pour la peau. Comme nous le savons, il est important de toujours se mettre de la crème en été, les gens, même si je ne respecte malheureusement jamais cette règle. Quoi qu'il en soit, la couche d'ozone absorbe la plus grande partie des rayons UV à courte longueur d'onde du Soleil, en particulier les rayons UVB et UVC dangereux. Cela empêche cette radiation d'atteindre la surface de la Terre, ce qui est crucial pour la vie sur Terre. La radiation UV peut causer des cancers de la peau et d'autres problèmes de santé chez l'homme, ainsi que des dommages aux animaux et aux plantes. Et la couche d'ozone contribue, en tant qu'instance protectrice, à minimiser ces risques. Merci, chère couche d'ozone. Cependant, lors d'une énorme éruption d'un volcan, un petit problème se pose dans les couches mentionnées, comme l'explique Osipov. Pour créer de l'ozone à partir de l'oxygène de l'atmosphère, les photons doivent briser la liaison O2. Mais lorsqu'un volcan libère de grandes quantités de dioxyde de soufre, ce nuage éruptif bloque la lumière du Soleil. Cela affecte la formation d'ozone, crée un trou dans la couche d'ozone et augmente l'exposition aux UV.
Les chercheurs ont voulu savoir ce qu'il en était de la couche d'ozone après la catastrophe de Toba et à l'aide d'un modèle du système terrestre de l'Institut Goddard pour les études spatiales, ils ont examiné à quel point l'éruption avait pu démolir la couche d'ozone. On a supposé, comme je l'ai dit, qu'environ 2000 mégatonnes de dioxyde de soufre ont été émises et projetées dans la stratosphère et se sont ensuite répandues principalement autour de la ceinture tropicale. Et le résultat de cette simulation est vraiment effrayant. Le voile d'aérosol dans l'atmosphère était si dense que les niveaux d'ozone ont été réduits de 20%. On suppose même qu'il pourrait y avoir eu un effondrement de la couche d'ozone dans la stratosphère dans les zones tropicales, dit Osipov. Le calcul indique que la couche d'ozone près de l'équateur est tombée à moins de 125 unités Dobson. Cela correspond à une réduction de plus de la moitié. Cela signifie concrètement qu'à l'époque, un trou dans la couche d'ozone aurait pu se former au-dessus des tropiques, qui n'est absolument pas comparable au trou d'ozone actuel. Pour rappel, le trou d'ozone d'aujourd'hui fait référence à une région de la couche d'ozone de l'atmosphère terrestre où la teneur en ozone diminue. Cette réduction de l'ozone se produit en particulier au-dessus des régions polaires, surtout au-dessus de l'Antarctique. Et le trou dans la couche d'ozone a été découvert pour la première fois dans les années 80 et a depuis reçu une attention scientifique, politique et publique considérable. Et la cause principale du trou dans la couche d'ozone est la libération de composés chimiques tels que le chlore et le brome, qui proviennent de nous, les humains, parce qu'ils sont utilisés dans les processus industriels ou par exemple dans des produits comme les réfrigérateurs. Dans la stratosphère, ils sont décomposés par les rayons UV et les atomes de chlore et de brome libérés entraînent la destruction des molécules d'ozone. On fait bien sûr beaucoup de choses pour y remédier, mais notre trou dans la couche d'ozone d'aujourd'hui n'est pas encore complètement disparu et il est prévu qu'il faudra encore quelques décennies avant que la couche d'ozone ne soit complètement rétablie. Mais la disparition de l'ozone suite à l'éruption de Toba, ou le trou dans la couche d'ozone à l'époque, ont dû avoir des conséquences vraiment graves pour les gens, car l'exposition aux UV a énormément augmenté. Les chercheurs estiment qu'ils ont augmenté de 140% pour atteindre un indice UV d'environ 28. En comparaison, l'indice UV en Europe centrale se situe généralement entre 5 et 8 en été, ce qui est considéré comme modéré à élevé. Et à l'époque, il était alors de 28. Je ne veux pas imaginer ce que cela aurait pu signifier pour les gens à l'époque, ou pour l'industrie de la crème solaire, qui doit probablement être frustrée de ne pas avoir existé à ce moment-là. En effet, un indice UV supérieur à 10 est considéré comme extrême. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il est très probable que les gens à l'époque aient déjà eu les yeux endommagés ou enflammés après peu de temps à l'extérieur, ou des éruptions cutanées dues aux coups de soleil et aux inflammations. Ces fortes expositions aux radiations ont dû entraîner un risque accru de cancer et affaiblir également les systèmes immunitaires. Les chercheurs estiment que ces conditions environnementales modifiées ont dû entraîner une forte diminution de la population humaine dans les zones touchées. Actuellement, le volcan Toba est toujours considéré comme actif, mais il ne montre aucun signe d'une éruption imminente. Les volcanologues surveillent naturellement ces volcans de près pour détecter des changements dans leur activité et développer des systèmes d'alerte précoces en cas d'augmentation de l'activité. Néanmoins, on peut se poser la question, que se passerait-il si le volcan Toba devait entrer à nouveau en éruption aujourd'hui? Cela aurait des conséquences significatives sur l'environnement et la civilisation mondiale. Un hiver volcanique se produirait à nouveau, ce qui aurait des conséquences importantes pour notre agriculture et notre alimentation. Les régions de la Terre sont aujourd'hui beaucoup plus densément peuplées qu'elles ne l'étaient il y a plus d'années. Une telle éruption coûterait donc d'innombrables vies humaines et endommagerait l'infrastructure existante pendant des décennies. De plus, le volcan pourrait également provoquer des changements écologiques à long terme, y compris la perte de biodiversité, des modifications dans l'écosystème et des impacts potentiels sur les océans. Bien sûr, sans oublier la hausse des prix des fabricants de lunettes de soleil, ce serait en fait un bon scénario de James Bond. Un méchant provoque l'éruption du volcan Toba et a acheté auparavant des actions de sociétés de lunettes de soleil. Bien, ça ne semble pas si passionnant. De Toba, nous passons maintenant à l'un des supervolcans les plus célèbres, celui de Yellowstone. Au cours des derniers mois, des chercheurs y ont fait quelques découvertes inquiétantes. La chambre magmatique se comporte différemment de ce qui était prévu, et si cela explose?
Nous pourrons dire adieu à tous les modèles climatiques. Oui, si l'on cherche Yellowstone sur Google, on trouve presque uniquement des informations sur la série Yellowstone avec Kevin Costner. Dites-moi qui parmi vous la connaît? Ma femme la regarde tout le temps et je jette un œil. De temps en temps, mais je me suis plongé dans toutes les images de Kevin Costner et j'ai sélectionné pour vous les nouvelles informations passionnantes sur le supervolcan de Yellowstone, car le nouveau rapport annuel de l'Observatoire volcanique de Yellowstone, abrégé IVO, vient d'être publié. De plus, les volcanologues ont vraiment obtenu des découvertes brûlantes sur les coulées de lave passées et une éruption potentielle. Alors, accrochez-vous bien. Tout d'abord, le supervolcan de Yellowstone est situé dans le nord-ouest du Wyoming et s'étend sur des parties du Montana et de l'Idaho. La caldeira de Yellowstone, une gigantesque dépression volcanique, s'est formée il y a environ des années à la suite d'une éruption massive de magma rhyolitique qui a dispersé des cendres sur de vastes parties de l'Amérique du Nord. Cette éruption était vraiment impressionnante et est l'une des 3 éruptions catastrophiques qui ont eu lieu au cours des 2,1 derniers millions d'années. Yellowstone fait donc vraiment partie de la Ligue des champions des volcans dangereux. En quelque sorte, la crème de la crème volcanique. C'est ainsi que l'IA imagine d'ailleurs la crème de la crème volcanique. La caldeira elle-même est une structure complexe, formée par l'activité volcanique répétée sur des millénaires. Depuis la dernière grande éruption, 28 éruptions rhyolithiques plus petites ont continué à façonner et à remplir l'intérieur de la caldeira, et ces éruptions se sont manifestées par des coulées de lave qui façonnent encore aujourd'hui le paysage de Yellowstone. Je n'y suis malheureusement jamais allé, mais c'est fermement inscrit sur ma liste de choses à faire, de voyager un jour aux États-Unis et de produire une documentation sur le volcan de Yellowstone sur place. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cela vous intéresse. Plus il y a de gens qui le souhaitent, plus ma motivation à me déplacer de Cologne vers le Wyoming serait probablement élevée. Il y aurait de bonnes raisons, car les volcanologues ont maintenant découvert quelque chose d'incroyable qui a fondamentalement changé notre compréhension des éruptions de coulées de lave dans la caldeira de Yellowstone. Jusqu'à récemment, les scientifiques pensaient que les coulées de lave se produisaient sur de longues périodes lors des éruptions passées. Cependant, de nouvelles données indiquent que plusieurs coulées de lave se produisaient simultanément ou à intervalles courts. Les chercheurs du Yellowstone Volcano Observatory ont daté les éruptions de coulées de lave sur une période allant de plusieurs années. Et ont constaté qu'elles se produisaient en groupes serrés. Au lieu d'événements isolés, plusieurs coulées de lave ont éclaté simultanément à partir de différentes cheminées volcaniques au sein de la caldeira. Selon les dernières recherches, les 22 éruptions de rhyolite, connues sous le nom de rhyolite des membres du plateau central, se sont produites en 5 courts épisodes. Chaque épisode pourrait avoir duré jusqu'à 400 ans, et ces épisodes, au cours desquels 2 à 9 coulées de lave ont éclaté simultanément, montrent que les éruptions intracaldéra, c'est-à-dire les petites éruptions dans la grande caldeira qui existe depuis longtemps, sont des événements dramatiques, bien plus dramatiques qu'on ne le pensait auparavant. Et ces nouvelles découvertes ont à leur tour un impact considérable sur l'évaluation de la probabilité d'éruption du supervolcan de Yellowstone. D'une part, elles montrent que les éruptions intracaldéra sont plus intenses et plus complexes que ce que l'on pensait jusqu'à présent. Mais d'autre part, elles indiquent que le taux d'éruption à long terme de Yellowstone pourrait être plus faible que ce que l'on pensait. Si les rhyolites Central Plateau Member ont été formés par 5 événements au lieu de 22, comme on le pensait jusqu'à présent, cela signifie que les éruptions sont moins fréquentes, mais plus intenses. Le géologue Mark Stelton le formule ainsi. Les éruptions intracaldéra sont plus dramatiques que ce que l'on pensait jusqu'à présent. Au lieu d'événements isolés où une seule coulée de lave entre en éruption, les éruptions intracaldéra semblent être des éruptions multiples qui se produisent simultanément dans différentes parties de la caldeira. Et que dit le nouveau rapport annuel sur la probabilité d'éruption? C'est bien sûr ce que les géologues américains surveillent avec le plus grand soin, car une éruption, dans le pire des cas, dévasterait une grande partie des États-Unis. Ici, sur cette carte, tu peux voir quelle serait la taille de la zone mortelle et de la zone de cendre. Ce serait mauvais et la surveillance est donc essentielle. L'un des aspects les plus importants de la surveillance du volcan Yellowstone est l'évaluation des données sismiques et géodésiques. Chaque année, entre 1000 et 3000 tremblements de terre sont enregistrés dans la région.
La plupart d'entre eux sont si petits qu'ils ne sont pas perceptibles, mais ces tremblements sont étroitement liés à l'activité volcanique et fournissent ainsi des indications sur les changements possibles dans le réservoir de magma sous la caldeira. Et bien que les nouvelles découvertes indiquent que les éruptions passées étaient plus intenses, rien n'indique actuellement qu'une nouvelle éruption est imminente. Selon Lee Guaivo, la chambre de magma rhyolite sous Yellowstone ne contient actuellement que 5 à 15% de matériaux fondus et visqueux. Il n'y a donc probablement pas assez de matériaux magmatiques sous la caldeira pour une éruption. Pour l'instant, Yellowstone manque donc de puissance pour une apocalypse volcanique. Bien sûr, on ne peut jamais exclure de petites éruptions. Il est toujours possible que Yellowstone ait une éruption mineure sans détruire l'Amérique du Nord et au-delà. Il y a environ 70 000 ans, des coulées de lave rhyolithique se sont échappées du supervolcan et cette éruption a certes modifié la géologie du sud-ouest du parc national de Yellowstone, mais elle n'a pas été particulièrement catastrophique pour la vie sur la planète. Et bien que la chambre de magma fournisse actuellement des données rassurantes, même une éruption grave ne peut jamais être exclue à 100%. Le journaliste scientifique Tom Hale écrit « Néanmoins, tout est possible. Les couches géologiques environnantes pourraient s'effondrer, ou les chambres volcaniques pourraient recevoir une nouvelle injection de magma qui ressusciterait le monstre d'en bas. » Si une plus grande éruption se produisait aujourd'hui à Yellowstone, les impacts seraient ressentis dans le monde entier. De vastes régions du Montana, de l'Idaho et du Wyoming seraient recouvertes de coulées pyroclastiques de gaz chaud et de matériel volcanique. Les estimations varient, mais certains estiment que jusqu'à des personnes pourraient être tuées immédiatement et le climat de la planète entière changerait drastiquement. On pourrait probablement s'attendre à un refroidissement global massif en raison des aérosols volcaniques dans l'atmosphère. Mais si vous commencez déjà à avoir peur et que vous souhaitez souscrire une assurance responsabilité volcanique, voici un fait célèbre du nouveau rapport annuel de l'Observatoire volcanique de Yellowstone. En plus de la surveillance sismique, les scientifiques utilisent des données GPS et INSA, qui signifie radar à synthèse d'ouverture interférométrique, pour mesurer la déformation du sol. Plus il y a de déformation du terrain, plus il y a d'activité volcanique, et ces données montrent que la caldeira de Yellowstone subit actuellement un affaissement de 2 à 3 cm par an. Les volcanologues estiment que cela est plutôt faible, de sorte qu'on peut également en déduire que la chambre magmatique ne connaît actuellement pas d'accumulation significative de magma pouvant conduire à une éruption. Donc, paix, joie, crêpes au parc Yellowstone. Alors que Yellowstone est mondialement célèbre, un volcan encore plus puissant sommeille dans le Pacifique, dont peu de gens ont entendu parler, l'Apolaki. Cette caldeira sous-marine éclipse tout ce que nous connaissions jusqu'à présent. Il s'agit du plus grand supervolcan du monde. Examinons cela de plus près. Sos et os. Mets ton masque de plongée et plonge dans l'océan Pacifique. Imagine que tu es un scientifique et que tu es en train d'étudier des cartes sous-marines de la mer des Philippines. Tu fais défiler les données, tout semble normal, jusqu'à ce que tu découvres soudain une structure étrange. Une énorme structure circulaire plus grande que tout ce que tu as déjà vu. C'est exactement ce qui est arrivé à la géologue marine philippine Jenny Ann Barreto et à ses collègues. Ils ont examiné des images du fond marin à l'est des Philippines et sont tombés sur quelque chose d'incroyable, une caldeira d'un diamètre de pas moins de 150 km. En comparaison, la caldeira de Yellowstone ne mesure que 60 km de diamètre. La nouvelle structure découverte est donc plus de 2 fois plus grande. Barreto et son équipe l'ont nommé Apolaki, d'après le dieu philippin du feu et du soleil, et croyez-moi, ce nom est plus que approprié pour un tel géant. Avant de découvrir exactement ce qu'est Apolaki et à quel point il pourrait être dangereux, clarifions d'abord ce qu'est une caldeira. Imaginez un volcan qui entre en éruption si violemment que son sommet s'effondre complètement. Ce qui reste est un énorme cratère. On appelle cela une caldeira. C'est en quelque sorte la cicatrice laissée par un supervolcan lorsqu'il entre en éruption. Écrivez-moi dans les commentaires quelle caldeira vous avez déjà vue dans le monde, cela m'intéresserait beaucoup. La caldeira Apolaki se trouve sur le plateau de Benham, également connu sous le nom de Philippine Rice, à environ 250 km à l'est des Philippines. Ce plateau sous-marin est vraiment impressionnant. Il a une superficie de kilomètres carrés, ce qui est plus grand que l'Angleterre. Et au milieu se dresse l'Apolaki comme un géant endormi. Vous vous demandez maintenant, comment un volcan magmatique a pu rester inconnu? Eh bien, la réponse est qu'il se trouve sous 2500 mètres d'eau. Imaginez que vous êtes dans une grande baignoire à remous mousseuse et que vous voulez chercher vos écouteurs qui sont tombés au fond de la baignoire.
D'en haut, vous ne voyez rien, vous devez plonger vous-même pour retrouver les écouteurs. C'est à quelle profondeur l'Apollaki sommeille sous la surface de la mer, pas étonnant qu'il n'ait pas encore été vraiment exploré. Nous, les humains, sommes parfois un peu myopes quand il s'agit des océans. Nous avons plus de cartes de Mars que du fond marin de la Terre. La découverte d'Apollaki n'a été possible que grâce à des technologies modernes, telles que des systèmes sonars haute résolution. C'est un peu comme si nous avions enfin mis les bonnes lunettes pour lire les secrets du fond marin. La découverte d'Apollaki soulève maintenant beaucoup de questions. Comment ce géant est-il né? Quand a eu lieu la dernière éruption? Et quand pourrait-il redevenir actif? Pour comprendre cela, nous devons faire un voyage dans le temps, environ 47 millions d'années dans le passé. À l'époque, à l'Éocène, la Terre avait un aspect très différent. Là où se trouve aujourd'hui le Pacifique, il y avait une énorme poche de magma, profondément dans le manteau terrestre, ce que les géologues appellent un point chaud. Imaginez que ce point chaud était comme un énorme bec Bunsen qui pousse vers le haut contre la croûte terrestre. Pendant des millions d'années, la bulle de magma a percé la croûte, créant ainsi le plateau de Benham, comme s'il s'agissait d'une gigantesque bosse à la surface de la Terre. Mais le point chaud n'était pas satisfait de simplement créer un plateau. Non, il devait bien sûr exagérer. Dans une série d'énormes éruptions, la caldeira Apollaki est née. Imaginez cela, des fontaines de lave jaillissant à des kilomètres de hauteur, des nuages de cendres obscurcissant le ciel et un feu d'artifice qui mettrait même le meilleur réveillon du Nouvel An à l'ombre. Les chercheurs soupçonnent qu'il y avait sous Apollaki une énorme chambre magmatique plate, presque comme un lac souterrain de roches fondues. Lorsque cette chambre s'est vidée, le sol au-dessus s'est effondré, formant la gigantesque caldeira que nous voyons aujourd'hui, mais l'Apollaki n'en avait pas fini. Après le grand effondrement, une phase de revitalisation a suivi. Au centre de la caldeira, le sol s'est lentement courbé à nouveau, en raison de la nouvelle magma qui pénétrait dans la chambre, formant un soi-disant dôme ressurgissant, presque un bouton volcanique au milieu du cratère. Cette structure est typique des plus grandes calderas du monde et montre qu'il y avait encore une activité magmatique sous l'Apollaki. La découverte de l'Apollaki jette également un nouveau jour sur l'histoire géologique de la région. Le plateau de Benham, sur lequel se dresse l'Apollaki, n'est en effet pas simplement un tas de pierres au fond de la mer, c'est ce qu'on appelle une grande province ignée ou lipée, presque une énorme accumulation de roches volcaniques. Les lippes se forment lorsque d'énormes quantités de magma remontent à la surface, souvent en lien avec la formation de nouvelles croûtes océaniques. La formation du plateau de Benham et de la caldeira d'Apollaki pourrait donc être la clé pour comprendre l'histoire tectonique du Pacifique occidental. C'est comme si nous avions trouvé un énorme morceau de puzzle qui nous aide à compléter l'image de l'histoire de la Terre. Mais maintenant, à la question qui vous préoccupe sûrement tous, devons-nous nous inquiéter? L'Apollaki pourrait-il entrer à nouveau en éruption et nous renvoyer tous à l'âge de pierre? La bonne nouvelle, c'est que l'Apollaki est probablement éteinte. Sa dernière éruption remonte à des millions d'années. La mauvaise nouvelle, c'est que nous n'en sommes pas sûrs. La mer profonde est toujours l'une des zones les moins explorées de notre planète. Qui sait ce qui sommeille encore en bas? Peut-être qu'il y a encore un peu de magma sous l'Apollaki, qui n'attend que de jaillir vers la surface. Mais même si c'était le cas, une éruption à plus de 2500 mètres de profondeur serait certes spectaculaire, mais ne menacerait probablement pas la planète entière. L'eau absorberait la majeure partie de l'énergie, mais malgré tout, de manière purement hypothétique, puisque le volcan se trouve justement sous l'eau, une éruption violente pourrait déplacer de grandes masses d'eau et provoquer des méga tsunamis. Ces vagues pourraient atteindre des hauteurs énormes et frapper les zones côtières environnantes des Philippines et des autres pays riverains du Pacifique. La destruction des infrastructures côtières et des villes serait absolument dévastatrice. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. L'Apollaki pourrait-elle vraiment être encore active ou est-elle très probablement éteinte? La découverte de l'Apollaki est un réveil absolu. Elle nous montre à quel point nous en savons peu sur notre propre planète et surtout sur nos océans. Nous avons cartographié la Lune, envoyé des sondes sur Mars et pris des photos de galaxies lointaines. Mais juste devant notre porte, dans les océans, il y a encore tant à explorer. L'histoire de l'Apollaki nous enseigne également quelque chose sur la puissance de la science. Il a fallu le regard acéré et la persévérance de chercheurs comme Jenny Ann Barreto pour trouver ce géant endormi. Et qui sait ce que nous découvrirons encore si nous restons aussi curieux. L'Apollaki peut être un volcan endormi, mais il a définitivement ravivé le feu de la curiosité scientifique.
Et peut-être que cette découverte inspirera une nouvelle génération de chercheurs marins, de géologues et de volcanologues. Peut-être qu'il y a quelqu'un devant cette vidéo en ce moment qui se dit « Waouh, je veux aussi découvrir des caldeïras au fond de l'océan ». Alors, les amis, la prochaine fois que vous êtes sur la plage et que vous regardez la mer, rappelez-vous qu'il y a peut-être d'autres géants non découverts comme l'Apolaki qui sommeillent sous la surface. Et s'ils se réveillent, cela pourrait provoquer des tsunamis absolument dévastateurs. Pour conclure notre voyage explosif, jetons un coup d'œil à un lien mystérieux entre les volcans et le champ magnétique terrestre, car le pôle nord magnétique se dirige actuellement vers un supervolcan dans l'océan Arctique. Ce que cela signifie, les dernières recherches nous le montrent. Imagine-toi en train de faire une expédition dans l'Arctique. Tu sors la boussole pour déterminer la direction, mais l'aiguille s'affole complètement. La cause ? Le pôle nord magnétique est en fuite. Ok, peut-être pas vraiment en fuite, mais il se déplace définitivement plus vite qu'un ours polaire à la chasse aux phoques. Pendant longtemps, le pôle nord magnétique a été un fidèle habitant de l'Arctique canadien. Mais depuis quelques décennies, il semble avoir le mal du pays. Actuellement, il se déplace à une vitesse d'environ 55 km par an en direction de la Sibérie. C'est à peu près aussi rapide qu'une tortue lors d'un marathon. Donc, pour des conditions géologiques, c'est extrêmement rapide. Et pourquoi est-ce important? Imaginez que toutes les boussoles du monde indiquent soudainement la mauvaise direction. Les systèmes GPS deviendraient fous, les oiseaux migrateurs voleraient confus en rond, et même la porte de votre réfrigérateur pourrait soudainement ne s'ouvrir que du mauvais côté. D'accord, la dernière partie était peut-être un peu exagérée, mais vous comprenez le point. La raison de cette envie de voyager de notre pôle nord magnétique se trouve à l'intérieur de la Terre. Notre planète a un noyau externe liquide composé de fer et de nickel fondu. Le mouvement dans ce noyau génère un champ magnétique qui entoure la Terre. Une sorte de bouclier cosmique contre les radiations dangereuses de l'espace. C'est comme si la Terre avait, comme Iron Man, son propre costume de super-héros. Ce champ magnétique n'est pas statique, mais en mouvement constant. Imaginez-le comme une énorme lampe à lave, sauf qu'au lieu de bulles colorées, du métal fondu monte et descend. Ces mouvements entraînent des variations de la force du champ magnétique à différents endroits. Les géophysiciens estiment que le lobe du champ magnétique canadien, c'est en fait le terme scientifique, est devenu plus faible, tandis que celui de Sibérie est devenu plus fort. Cela signifie que notre pôle nord magnétique se dirige vers l'est, comme s'il avait reçu un bon groupon séduisant pour un week-end de bien-être en Sibérie ou quelque chose comme ça, mais le but de son voyage est tout sauf relaxant. Le pôle nord magnétique se dirige directement vers l'un des plus grands systèmes volcaniques de la Terre, le Gäkelrücken. Attendez une minute. Un supervolcan sous l'océan Arctique. Oui, vous avez bien entendu? Et non, ce n'est pas le scénario du prochain film catastrophe de Roland Emmerich, même si cela pourrait être un film plutôt cool. La dorsale de Gäkel, ou dorsale médio-arctique, fait partie du réseau mondial des dorsales médio-océaniques. Il s'étend sur 1800 km sous l'océan Arctique et est la dorsale de séparation la plus lente du monde. Cela ne semble pas si excitant au premier abord, mais c'est précisément cette lenteur qui le rend si dangereux. C'est comme laisser une cocotte minute sur feu doux. À un moment donné, une pression énorme s'accumule. Et toujours dans l'ordre, en 1999, des scientifiques ont découvert quelque chose d'incroyable. Une énorme caldeira, c'est-à-dire un cratère de volcan, directement sur la crête de Gäkel, avec une longueur de 80 km, une largeur de 40 km et une profondeur de 1,2 km. Ce cratère est un poids lourd parmi les volcans et peut même rivaliser avec la caldeira de Yellowstone. Les chercheurs estiment qu'au moins 3000 km3 de matériaux volcaniques ont été expulsés lors de l'éruption qui a formé ce cratère. Cette éruption fait partie du top 10 des plus grandes éruptions volcaniques de tous les temps. Mais ne t'inquiète pas, cette éruption a eu lieu il y a un certain temps, il y a 1,1 million d'années. Le problème, c'est qu'à l'échelle des temps géologiques, c'est quasiment hier. Et maintenant, le pôle nord magnétique se dirige directement vers cette géante endormie. C'est un peu comme si on s'approchait avec un mégaphone de l'oreille d'un dragon endormi. Que se passera-t-il si les rayons cosmiques sont dirigés exactement vers le supervolcan de Gäkel? Le pôle nord magnétique n'est pas seulement un point sur la carte, c'est une sorte d'entonnoir pour l'énergie venant de l'espace. Les lignes du champ magnétique, la Terre, convergent vers les pôles magnétiques et forment une sorte de dôme polaire. Cette coupole dirige les particules chargées du vent solaire vers l'atmosphère terrestre et produit alors, par exemple, des aurores boréales. Mais normalement, ce rayonnement se répartit sur une plus grande zone de l'atmosphère.
mais la zone dans laquelle se trouve le supervolcan de Gackelrücken est un peu spéciale. Ici, la croûte océanique est super fine. Si fine qu'à certains endroits, le manteau terrestre est même exposé directement sous le fond marin. C'est comme si la Terre ici ne portait qu'un fin t-shirt au lieu de son épaisse veste d'hiver habituelle. Lorsque le pôle magnétique se déplace sur cette zone, il pourrait diriger l'apport d'énergie solaire et de particules chargées vers cette région à la croûte fine et riche en magma. Donc, maintenant, il y a quelques youtubeurs qui affirment que cela déclenchera une énorme éruption en Arctique et que nous nous dirigeons tout droit vers une catastrophe mondiale. L'inquiétude exprimée dans ces vidéos est que cet apport d'énergie supplémentaire pourrait encore déstabiliser le système de supervolcans déjà instable. Et est-ce vraiment possible ? Décomposons cela. Tout d'abord, il n'est pas complètement tiré par les cheveux que le volcan Gackel puisse un jour entrer à nouveau en éruption. Le supervolcan Gackelrücken a déjà montré des signes d'activité ces dernières années. En 1999, la dorsale a connu le plus grand essaim de tremblements de terre jamais enregistré sur une dorsale médio-océanique. De nouveaux volcans se sont formés au fond de la mer et même des coulées pyroclastiques sous-marines. Une sorte d'éruption que l'on pensait impossible sous une telle pression. Un autre essaim sismique s'est produit en février 2018 et a de nouveau confirmé que nous avons affaire à un système tectonique actif. Et s'il devait réellement y avoir une éruption plus importante, les conséquences seraient plutôt semi-optimales. La quantité énorme de matériel éjecté signifierait probablement qu'elle contient des quantités de vapeur d'eau et d'autres gaz qui pourraient avoir des impacts dramatiques sur les modèles météorologiques mondiaux et le climat. Nous nous souvenons de l'éruption du volcan sous-marin Unga Tonga dans le Pacifique en 2022, qui, comme nous le savons aujourd'hui, a expulsé tant de vapeur d'eau dans l'atmosphère qu'elle a modifié le climat mondial. Les cendres et les gaz libérés par une éruption volcanique pourraient donc non seulement perturber le trafic aérien, mais aussi influencer les températures mondiales pendant des décennies. Une éruption du dos de Gackel serait un peu comme l'éruption de Unga Tonga sous stéroïdes. Alors voilà, il n'existe aucune preuve scientifique que les tempêtes géomagnétiques ou le mouvement du pôle nord magnétique puissent déclencher des éruptions volcaniques. Le volcanisme est causé par des processus thermiques et mécaniques dans la croûte et le manteau terrestre et non par des champs électromagnétiques. Le lien entre les tempêtes géomagnétiques et les événements géologiques tels que les tremblements de terre ou les éruptions volcaniques n'est pas complètement absurde, car nous savons que le champ magnétique terrestre est généré par les processus d'agitation de la matière liquide à l'intérieur de la Terre. Nous avons donc un certain lien avec l'activité volcanique, mais que la migration du pôle magnétique est un impact direct sur les processus géologiques tels que les tremblements de terre ou le volcanisme, ou que le déplacement du champ magnétique puisse déclencher des éruptions, cela manque totalement de preuves scientifiques. La force du vent solaire n'est pas non plus suffisante. Les tempêtes solaires ont un impact sur le champ magnétique terrestre et peuvent provoquer des tempêtes géomagnétiques qui peuvent à leur tour perturber les réseaux électriques ou les communications par satellite. Nous nous souvenons encore de la tempête géomagnétique du mois de mai, lorsque nous avons pu voir de magnifiques aurores boréales, même en Allemagne. Mais il n'y a pas de lien direct entre l'activité solaire et les éruptions volcaniques. Les énergies libérées lors d'une tempête solaire sont énormes, mais elles agissent principalement dans la haute atmosphère et n'ont pas d'influence significative sur les processus géologiques profonds dans la Terre. Dans l'ensemble, on peut dire que le mouvement des pôles magnétiques, ainsi que les volcans du Gackelrücken, sont des sujets très passionnants, sur lesquels il reste encore beaucoup à explorer, mais ils n'ont probablement rien à voir l'un avec l'autre. Mais d'autres opinions sont toujours défendables. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous en pensez. Existe-t-il un lien entre le champ magnétique et le volcanisme ? La migration du pôle nord magnétique pourrait-elle provoquer l'éruption du supervolcan de Gackel? N'hésitez pas à partager vos idées dans les commentaires. J'espère que vous êtes maintenant tous de véritables experts en volcans. Je vous informerai bien sûr ici sur la chaîne de toutes les futures éruptions et découvertes. Donc, si ce n'est pas encore fait, appuyez maintenant sur le bouton d'abonnement et activez les notifications. Et à propos des découvertes explosives, des scientifiques viennent de découvrir un tout nouveau motif dans la nature. Ces soi-disant cellules douces sont partout et pourrait révolutionner notre compréhension des formes naturelles. Pour découvrir de quoi il s'agit, cliquez absolument en haut à droite sur la vidéo affichée. C'est super passionnant. Et pour des t-shirts cool et d'autres produits dérivés galactiques, cliquez volontiers en bas à gauche. Vous accéderez à ma boutique spatiale. Chaque achat soutient énormément mon travail et vous y trouverez également des cadeaux de Noël fantastiques pour les nerds. Sinon, je dirais à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, les amis.